Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau format. Car avec la voix des cinémaphones, j'ai pour but de parler de films que je trouve bons, pour éviter de parler de mauvais films qui sont malheureusement trop présents dans les chroniques. Mais il faut avouer que c'est quand même plus facile de tirer sur l'ambulance de l'hôpital qui se moque de la charité. Mais bon, en parlant que de bons films, ça me ferme pas mal de portes. Dans ce nouveau format, j'ai envie de parler d'un thème qui est abordé dans différents films, et malheureusement, dans l'eau, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Enfin, trêve de galéjade, entrons dans le vif de la chronique en elle-même. Quand j'étais petit, quand vous étiez petit, on aimait tous les dessins animés. Parce que ça nous faisait rêver, et les dessins animés à la Looney Tunes, quand t'es gosse, ça te fait bien marrer. Mais sur des personnages complètement cartoonesques, au sens premier du mot, c'est difficile de le mettre en tête d'affiche et aller faire la promo chez Jimmy Fallon. Alors pourquoi pas mélanger avec des acteurs ? Et moi sur le papier je dis oui. J'aime les dessins animés, j'aime le live action, alors je devrais aimer. Est-ce que c'est le cas ? C'est ce qu'on va voir dans le reste de cette chronique. Bon déjà, pour simplifier le reste de la chronique, je vais pas tout le temps dire film d'animation avec des prises de vue réelles, car c'est long et chiant à prononcer. Je vais faire un néologisme tiré du mot animation et live action, animaction. Et ce mélange des deux genres est bien plus ancien qu'on pourrait le croire. On peut même dire qu'il est presque aussi vieux que le cinéma lui-même. Le premier film mélangeant réalité et cartoon dont on a la trace date de 1900, avec Enchanted Drawing, qui, bien que lent et pas terrible, montre déjà une idée d'interaction qui sera repris et développé par la suite. D'autant plus que le cartoon reste dans sa toile. Bon, il faudra attendre Coco le Clown pour qu'on améliore l'effet et qu'on fasse sortir le cartoon de la toile. Je pourrais vous faire une longue liste, mais l'important n'est pas là. Je vais vous citer rapidement Fantasia, qui, bien que peu présente, les scènes mélangeant les deux univers fonctionnent bien. Disney continuera d'ailleurs sur cette lancée d'animation avec Mary Poppins étant le point d'orgue de tout ça. Mais on va pas se mentir, le film n'est toujours pas assez convaincant. La faute à la mise en scène assez plate et immobile pour que le boulot des animateurs soit simplifié, avec un seul plat et tout aussi plat que la lumière. Oh, je sais ce que vous vous dites, tu ne cesses de tourner autour du pot, tu me donnes le tournis. Et vous avez raison. Le film qui a tout changé dans l'animation, c'est bien évidemment Qui veut la peau de Roger Rabbit. On va parler plus en détail, mais je vais finir rapidement la chronologie avant de revenir dessus. Par la suite, on a eu plusieurs films qui ont voulu surfer sur cette mode, comme Cool World, Space Jam ou les Looney Tunes passent à l'action, dont je vais aussi revenir dessus. Et s'arrêter là pour le moment. Bien que l'animation ait continué, mais dans des approches différentes, comme Tron qui joue sur un univers un peu animé, mais qui ne présente pas de personnages cartoon intégrés, mis à part le MCP. Je vais ici me concentrer sur plusieurs films qui ont un dénominateur commun, les Toons. Les Toons, par définition, sont des êtres absurdes qui vont de pair avec leur univers. Les Toons ont un corps élastique, à la limite de la métamorphose, le Toons est immortel, il peut faire apparaître des choses, sortir un marteau de sa poche, faire apparaître des étoiles au-dessus de sa tête. Et c'est pour ça qu'on va pas parler de Mary Poppins, Peter et Elliot le Dragon ou Mélodie du Sud. D'autant plus, je veux m'intéresser au film post-Roger Rabbit, qui redéfinit le genre. Donc, qui veut la peau de Roger Rabbit ? Par où commencer ? Ce film est l'adaptation assez libre du roman éponyme de Gary K. Wolfe, sorti en 1988. Il est réalisé par Robert Zemeckis et produit par Touchstone et Amblin Studios. Touchstone, pour faire simple, c'est Disney, mais quand ils ont peur que le film soit trop sérieux ou qu'il ne puisse nuire à la synchro-sainte image de la compagnie, ils produisent sous leur filiale Touchstone. Et Amblin Studios, c'est Steven Spielberg. Robert Zemeckis, je ne devrais pas avoir le présenter, mais je vais quand même le faire, car bien que sa filmographie soit mémorable, les non-cinévores cinéphiles connaissent rarement le bonhomme. Il se fit connaître avec le film À la poursuite du diamant vert, qui est un film fort sympathique, mais qui est loin d'être le plus notable de sa carrière. Auréolé de cette réussite, les studios Universal produisent son prochain film, et ils ont eu le nez creux. Le film coécrit par Bob Gale et réalisé par ses soins fut un carton planétaire. Un nom que tout le monde connaît. Bon, je vais pas vous faire toute sa vie, mais sachez qu'il est aussi responsable de ces deux suites, de Forrest Gump, de Seul au monde et aussi du Pôle Express. D'ailleurs, avec le Pôle Express et ses deux autres films moins connus, Beowulf et Scrooge, il a révolutionné le cinéma inaugurant la motion capture. Sans lui, on n'aurait pas eu un Avatar ou un Thanos digne de ce nom. Et révolutionner le cinéma, c'est pas la première fois qu'il fait ça, et j'en veux pour preuve Roger Rabbit. Alors je vais pas rentrer dans les détails de la production, aussi passionnants sont-ils, mais si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien vers la vidéo de Mea qui est très complète et captivante. Comme toutes ces vidéos en fait. Je sais pas où vous allez chercher toutes ces infos, mais c'est génial. Je vais juste pour la production parler d'un point. Comme je vous l'ai expliqué, auparavant on préférait faire sur des plans statiques et simples pour faciliter le boulot des animateurs. Mais ça donnait un rendu fade et peu tangible. Et pour Roger Rabbit, Robert Zemeckis et Richard Williams, le directeur de l'animation, décidèrent de faire autrement. Zemeckis tourne le film comme il entend, avec les mouvements de caméra qu'il veut, la lumière de son choix, bref, comme un film normal. Et c'est ensuite aux animateurs de se casser le coquillard pour incruster les toons dedans de façon crédible. En jouant sur les ombres par exemple. Bon, en vrai, Zemeckis devait quand même penser à toutes les interactions toon avec le décor et les humains pour rendre ça palpable.
Ça a été un sacré défi, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, Zemeckis l'a réussi haut la main. Ce film est une référence dans le cinéma d'animation, dans le cinéma en général. Bon, je pense que tout le monde ici connaît ce film, mais je vais quand même rappeler l'histoire pour les deux du fond. Roger Rabbit raconte l'histoire de Eddie Valiant, un détective privé dans une ville où se côtoient les humains et les toons. Il est embauché par le patron de Roger Rabbit afin de prendre des photos compromettantes de la femme de Roger, Jessica Rabbit, avec Marvin Acme. Le plan du patron fonctionne, puisque Roger voit des photos de sa femme avec Marvin en train de faire piqueti-piqueta. Bon, j'aurais été plus choqué par une scène de sexe endiablé, mais pour Roger, c'est pire qu'un adultère. Cependant, l'histoire se complique puisque Marvin Acme est retrouvé mort et que Roger est du coup le suspect principal. Eddie et Roger vont aller d'aventure en aventure en essayant d'échapper à un méchant flic de la Gestapo et de disculper Roger, le tout finissant sur un retournement de situation fichtrement bien fichu et efficace. Et ce film fonctionne du feu de Dieu. Déjà, l'histoire est une intrigue policière se déroulant dans les années 50. Pastiche de film policier avec le détective alcoolique et torturé mêlé à un complot d'une grande envergure qui va devoir s'en démêler coûte que coûte, on se trouve en terrain connu. Du coup, le spectateur s'attend pas à être perdu, on lui fait la promesse de révéler le coupable à la fin, du coup, il a la liberté de découvrir l'univers bigarré qu'on lui propose. La réalisation, comme nous l'a habitué Zemeckis, est aux petits oignons. Son gimmick des longs plans séquences d'ouverture qui expliquent les enjeux en une scène, les mouvements de caméra et les enchaînements des plans qui font avancer la narration, restant aussi à la fois lisible et crédible avec l'univers du film policier voulu. Bon, et là c'est sûrement plus Spielberg, mais on a le droit à des scènes purement cauchemardesques, comme la scène de la trompette, montrant le talent du bonhomme. Bon, je n'ai pas encore abordé l'interaction avec les toons, l'équipe de réalisation redouble d'ingéniosité pour rendre tout ça crédible. L'exemple le plus bluffant est la scène de chant de Jessica Rabbit, et les acteurs, surtout Bob Hopkins, l'interprète de Eddie Valiant, se donnent à fond pour donner vie aux toons. Aussi, je place ça là rapidement, car je vais revenir dessus par la suite, mais l'histoire se passe dans une ville, en quelques jours, avec une intrigue assez simple. Aussi, ce qui rend crédible la présence des toons, c'est qu'on nous introduit le film par une boîte de production de cartoons dans laquelle Roger travaille. On comprend tout de suite mieux les liens sociaux humains-toons, et on peut par la suite permettre de détailler en profondeur les liens sociaux qui règnent dans cette ville et la hiérarchie présente. Et forcément, avec un succès comme celui-ci, d'autres studios veulent faire la même. En 1992, la Paramount sort un film, très connu mais pas pour les bonnes raisons, Cool World. Ce film est réalisé par Ralph Bakshi, qui est connu pour son Seigneur des Anneaux et Les Sorciers de la Guerre, qui sont des films avec un visuel assez délirant mais avec une patte, ce qui peut me permettre de dire que c'est un auteur. Bon, ça c'est un autre débat que je ne vais pas avoir ici. Alors, Cool World, ou Le Monde de Cool en québécois, raconte l'histoire de Jack Gibbs, dessinateur téléporté dans le monde de sa propre BD. Frank Harris, un ancien soldat qui lui aussi est intégré dans ce monde, et Holly Wood, sérieusement, une personnage de bande dessinée avec les ovaires au bord de l'explosion. Durant la première moitié du film, Holly va essayer de se taper Jack, Frank, reconverti en flic, veut les empêcher car c'est contre la loi, et il est frustré de ne pas pouvoir se taper sa copine Pin-Up Toon. Une fois la bête à deux dos faite entre le dessinateur et son dessin, Holly va devenir humaine, ou noïde comme ils disent dans le film, mais par le pouvoir de... j'ai pas compris, Jack arrive à se transformer en Toon à sa guise, pourquoi on s'en fout. On ne sait pas ce qui se passe à la fin, mais tout est bien qui finit bien, sauf pour Frank qui meurt, mais en fait non, parce que on s'en fout. Fin. L'histoire n'a aucun sens, mis à part que tout le monde veut baiser avec tout le monde, les scènes s'enchaînent sans vraiment de logique. Et contrairement à Toonsville, Cool World n'est pas un monde purement cartoon, car il y a aussi du carton-pâte, et comme c'est filmé avec les pieds, les perspectives ne sont pas respectées, et du coup là on le voit bien que la table elle n'existe pas. Pardon. C'est un univers qui ne fonctionne pas, sans parler des plans purement vulgaires. Bon, il y a quand même deux personnages que j'ai bien aimés. Je décroche. D'accord. Il y a là-bas des méchants qui jouent rien qu'en trichant. Il faut les anéantir, leur pulvériser le visage rose pour que leur mère ne les reconnaisse plus jamais. Merci, monsieur l'agent. On sent que Ralph Bakshi a tenté de se lancer, comme pour le Seigneur des Anneaux, dans un nouveau style qu'il ne maîtrisait pas. Et du coup, ça mène à une cacophonie permanente. Mais au moins, ce qui est plaisant avec ce projet, qui, même s'il est raté, il nous montre que le genre peut être très vaste et qu'on a à peine effleuré la surface. Ce qu'il faut, c'est maîtriser la technique rigoureusement et savoir ce que représentent les toons, mais ça j'en reviendrai dans ma conclusion. Mais il n'y a pas que la Paramount qui sont sur le qui-vive. Warner Bros veut aussi son Roger Rabbit. Et en 1997 sort Space Jam, réalisé par Joe Picta, un illustre inconnu. Pour faire court, l'histoire raconte celle d'extraterrestres qui veulent kidnapper les Looney Tunes pour les mettre dans un parc d'attractions de l'espace.
Bugs Bunny arrive à les embrouiller et les obliger de faire un match de basket pour récupérer leur liberté. Les 5 petites merdes insupportables de l'espace pseudo, Playtoon kidnappe Michael Jordan pour les aider, ils gagnent, tout est bien qui finit bien. Je trouve ce film très mauvais. Bon, déjà l'histoire est foireuse et personnellement je la trouve sans intérêt. Je trouve tous les personnages énervants. Et puis l'univers est incohérent. Contrairement à Roger Rabbit, l'interaction entre les toons et notre monde n'est jamais expliquée. Alors ça me dérange pas qu'on m'explique pas tout sur un univers, mais rien dire nuit à la crédibilité de l'intrigue. Et les interactions entre les toons et les humains ne fonctionnent pas, Michael Jordan ne s'est jamais regardé, il passe le plus clair de son temps à s'en cogner royalement, et puis les effets spéciaux sont... vraiment dégueux et déjà vieillots pour l'époque. Le vrai problème de ce film est pour le coup le mercantilisme éhonté. Mettez vos heads, lassez vos Nike, prenez votre Gatorade, on passera prendre un Big Mac sur la route du stade. Qui nous montre plus que c'est un film de producteur que de réalisateur, ce qui nous emmène à un propos différent sur le mercantilisme des toons, mais à part ça, le film n'est pas plus intéressant à analyser puisqu'il est fait par un yes man. Et 6 ans après, Warner Bros remet le couvert avec un film, les Looney Tunes passent à l'action. Espérons qu'ils ont retenu les leçons du film précédent. Alors, le film commence sur un dessin animé. Et en fait, c'était un tournage. On retrouve Daffy Duck qui se plaint de s'en prendre toujours plein la gueule. Une commerciale explique que Daffy est dépassé et les frères Warner décident de le licencier. Daffy part en détruisant les studios et en faisant virer le gars qui, au passage, n'était pas foutu de l'arrêter. Très vite, les frères Warner se rendent compte que Daffy était très utile et rejettent la faute sur Kate et la somme de retrouver Daffy avant lundi. Bon, pour l'instant ça va. Bon, je veux dire par là que bon, certes, c'est comme le début de Roger Rabbit avec l'univers des studios, mais au moins ça rend les toons crédibles dans cet univers, et commencer par les problèmes d'image d'un toon n'est pas inintéressant. Pour l'homme qui s'est fait virer à cause de Daffy, c'est DJ Drake, probablement pour Damian Jr. Drake, puisqu'il est le fils de Damian Drake, acteur de renom dans les films d'espionnage, joué par Timothy Dalton, un ancien James Bond. Mais en fait, il était un vrai espion, et il s'est mis dans la panade, et il demande à son fils de le retrouver et de sauver le monde d'un grand méchant qui veut le dominer. DJ s'embarque dans cette aventure qui va le faire voyager autour du monde avec Daffy Duck qui lui colle au basque, et Kate et Bugs Bunny qui cherchent à retrouver Daffy. Ok, bon bah l'histoire est vite partie en cacahuète. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, la nostalgie joue, car étant un gosse, je regardais souvent ce film et j'adorais, puis ado je le détestais, puis au lycée je me suis mis à l'apprécier à nouveau. Et maintenant que j'ai un regard un peu plus expert sur le cinéma, je l'ai revu, afin de savoir ce que j'en pensais vraiment. Alors est-ce qu'il est bon ? Oui, mais avec quelques remarques quand même. Le film dure 1h30 et c'est loin d'être suffisant pour l'histoire. Pour Roger Rabbit, le film durait 20 minutes de plus pour une histoire beaucoup moins dense. Parce que là, je vous ai fait la version résumée. Mais en vrai, ils partent à Las Vegas pour échapper à Sam le pirate, ils atterrissent dans la zone 51. La zone 52. Bon, en vrai, c'est la zone 51. Puis ils vont à Paris, puis en Afrique, ils se font capturer par le méchant de Acme, qui les emmène dans leur siège social, où DJ et Kate se font affronter un train de la mort, tandis que Daffy et Bugs vont dans l'espace pour déjouer les plans du méchant. Et comme Warner fait tenir une histoire 2 fois plus dense que Roger Rabbit en moins de temps, et ben ils sont obligés de rusher l'histoire. C'est ce qui donne moins de gravité à l'histoire, et du coup, on est moins pris par les enjeux, même si les héros humains prennent ça très au sérieux. Mais avec le recul, le film est assez honnête et critique envers lui-même, intentionnellement je pense, pour ne pas être une effroyable bouse infantilisante et débilitante comme son prédécesseur. Mais en vrai, est-ce que c'est la faute du film ? Non. Car ce film est avant tout une parodie. Une parodie de films d'action et d'aventure, mais ça je reviendrai dessus plus tard, mais aussi de films, de toons, évidemment, et aussi de films d'espionnage à la James Bond. Voitures truffées de gadgets, des plans de mise à mort par le méchant extrêmement et inutilement compliqués. Le film, c'est aussi par moments être assez touchant, comme Daffy qui jalouse la popularité de Bugs dans un émoi presque dépressif, sans que Bugs ne sache quoi répondre. Mais étant un film d'action, ces moments-là sont trop peu présents. L'aspect de film d'action est lui aussi bien parodié, et permet au film d'aller à 100 à l'heure, sans pour autant se perdre et perdre son côté survolté, ce qui lui permet d'être plus cartoonesque et ipso facto de coller à la présence des toons. Et les acteurs comme Brendan Fraser et Steve Martin, Jenna Elfman dans une moindre mesure, jouent à fond la carte du cartoon, sans pour autant perdre la crédibilité de leur personnage, rappelant ce qu'avait fait Bob Hopkins. Aussi, il y a des blagues qui fonctionnent très bien. Panne d'essence. Je dirais même, Daffy Duck est hilarant. Toujours survolté, il y a plein de blagues. Oh, un foufi-bar. Ah non. Miam. Non, oui. c'est Daffy Duck. Exactement. Plus maintenant, le nom nous appartient. Oh oui, bah tu m'empêcheras pas de dire que je m'appelle da. Oh bah non. Et cela montre qu'il n'est pas débile, mais plutôt usé par le système des studios, et qu'une aventure lui permet de se sentir vivant à nouveau. Je dirais même que pendant une bonne partie du film, c'est lui le vrai héros de l'histoire. Et puis contrairement à Space James, le film est bien réalisé. On croit à l'interaction avec le décor et les personnages, enfin, quasiment tout le temps. Et sans parler des interactions, la mise en scène est très réfléchie, les plans et mouvements de caméra sont bien pensés pour faire une mise en scène compréhensible,
même des fois assez inspiré. Bon, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais la réalisation est assez efficace pour nous immerger dans cet univers loufoque. Alors le dernier point que je voulais aborder dans ce film, c'est... Attends. Pardon. Ça explique assez bien mon dernier point. Bon, pour ceux qui l'ignorent, Joe Dante a une filmographie très intéressante, mais je vais pas la développer plus, car il y a des cinéphiles beaucoup plus connaisseurs que moi sur ce réalisateur, lien en description. Non, pour le grand public, c'est le réalisateur des Gremlins, mais le point que je voulais aborder, qui est en plus logique avec Joe Dante, comme nous l'a appris Karim Debache, c'est que la présence de références en abondance. Joe Dante est un réalisateur qui parle énormément par référence. Il en met partout dans son cinéma, dans tous ses films, et celui-là n'en fait pas exception. Il y en a partout. Bon, déjà, comme il est fan des Looney Tunes, il se fait un plaisir en faisant un film dessus et il se permet de mettre plein de références sur ses Toons. Mais pas uniquement sur les Toons, mais plein de types de références. Des fois peu subtilement, des fois plus subtilement. Oh, le petit coquin! Et des fois trop subtilement. Il faut le savoir que le donneur de mission dans le film c'est le même que dans la série télévisuelle de Mission Impossible. Mais si comme moi vous aimez chercher des références partout, le plaisir du visionnage est présent. Et les références ne sont pas que Looney Tunesques, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Roger Rabbit, des références et des blagues partout. Et cela fonctionne dans ces films, car je trouve que ça s'intègre et ça imprègne l'univers présenté. Bon alors, je me suis un peu étalé sur les Looney Tunes passés à l'action, mais je voulais parler de ce film qui est tombé dans les oubliettes, et qui est un divertissement correct. Pour les petits surtout, mais pour les grands pourquoi pas. Ce que ce film apporte au cinéma d'animation, c'est déjà qu'il faut être un bon réalisateur pour maîtriser ce genre de projet. La passion ne fait pas tout, désolé Ralph. Et aussi l'amélioration des moyens techniques qui rend plus crédibles certains plans et qui permettent de plus de liberté de mouvement, la 3D ayant quand même bien aidé. Bon, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que j'ai pris trop de temps à écrire cette chronique, je ne peux que me jeter la pierre. Mais du coup, il y a 2 autres films qui sont sortis depuis. Et du coup, je vais devoir en parler, même si ça m'enchante pas vraiment. Tom et Jerry et Space Jam 2. Alors, Tom et Jerry est un film pas terrible. Bon oui, je vais pas être aussi aimant qu'avec Space Jam, car il est mieux maîtrisé. Le réalisateur Tim Story est un faiseur correct. Il est entre autres responsable des 4 Fantastiques de 2005. Les Toons ne sont pas expliqués dans cet univers, mais comme ils sont déjà partout dans le paysage urbain, on n'a pas besoin forcément d'explications. Le problème, outre l'histoire banale, c'est que Tom et Jerry n'ont pas besoin d'être ancrés dans cette histoire, on pourrait raconter la même sans eux. Je trouve qu'ils sont bien mieux dans un monde où la présence humaine est minimisée, comme dans les premiers cartoons. Ils sont trop cartoonesques pour cet univers et les gags fonctionnent mal. D'autant plus, Tim Story a gardé une spécificité des personnages, c'est qu'ils ne parlent pas. Et ça c'est pas un souci, mais le souci c'est que les autres Toons parlent, et du coup ça mène des situations absurdes et incohérentes, mais en plus les Toons qui parlent ont plus de personnalité que les personnages principaux, et ça c'est dommage. Big up au chien qui reste le personnage le plus drôle. Bon voilà, le film ne casse pas 3 pattes et une souris, les acteurs sont bons, mais leurs personnages sont fades et c'est dommage, surtout qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire mieux, et en plus le méchant est un boomer qui ne fait des blagues que sur les jeunes. Bon, ce film a 20 ans de retard. Le seul truc qu'apporte ce film à l'animation, c'est qu'il prouve, contrairement à Space Jam, qu'on n'est pas obligé d'expliquer l'origine des Toons sans pour autant nuire à l'histoire. Autour de Space Jam New Legacy maintenant. Bon, forcément, au vu du premier Space Jam, on s'attend pas à grand chose, et c'est ce qu'est le film, pas grand chose. Déjà le film n'a rien à faire dans cette chronique, car il n'y a que 5 minutes dans le film où il y a de l'animation. Soit on est en live, soit on est complètement en dessin animé, soit on est en 3D. Cela dit, la scène d'animation est assez bien animée, ne soyons pas de mauvaise foi, mais même en général le visuel est de meilleure qualité. Bon, en même temps, les 25 ans c'est parler de film. Mais le méchant, en revanche, n'est pas crédible du tout. Bon, plus crédible que les 5 petites merdes de l'espace, mais en même temps c'est pas compliqué de faire pire que le fond des chiottes. Hein. Par contre les Toons c'était mieux dans les premiers Space Jam. Le passage de l'art 3D ne leur a pas réussi du tout. Je les trouve même plus lents. Ah oui, aussi, le film fait rapper Porky. Quoi de neuf? Je suis Porky Pig, mon nom c'est P-double-I-G. Approchez, vous n'osez pas bouger. Ouais. J'étais connu avant les internets, depuis les années 30, tout le monde me respecte. Espace de commentaires. Bon, bref, c'est mieux que le premier, mais c'est à peu près la seule chose dont le film peut se vanter. Sinon, je sais pas où c'en est, mais le prochain film de Brad Bird devrait être un film d'animation. Cette idée me met l'eau à la bouche, car elle a prouvé qu'il était très bon dans l'animation. J'en veux pour preuve Les Indestructibles et Les Géants de Fer. Et qu'il est aussi très bon dans des films d'acteurs comme Mission Impossible, Protocole Fantôme. Alors, que peut-on retirer de toute cette histoire de l'animation ? Personnellement, je trouve ça fascinant. Faire entrer des personnages cartoonesques dans un univers tangible, c'est s'ouvrir plein de portes. Et sans passer pour le dessin, c'est compliqué. Je crois que le seul film qui a réussi à faire ça dans l'autre sens, c'est The Mask, premier du nom. En regardant de plus près, il n'y a pas tant de films que ça dans ce genre, et il mériterait de se faire développer plus que ça pour permettre un plus large champ de réflexion sur le médium. On va pas se mentir, je pense que la chose qui pousse les réalisateurs à faire des films ainsi, c'est pour un exercice de style. Peut-être qu'au début c'était une façon d'avoir plus de liberté créative, et intégrer le dessin dans notre univers permet de biaiser la suspension consentie de l'intégrité sans se casser la tête avec des effets spéciaux compliqués. Le Tchèque Karel Zeman le montre bien dans ses films comme Le Monde Fabuleux de Jules Verne, où il joue allègrement avec le dessin pour se permettre l'impossible,
ou du moins excessivement compliqué en 1958. Mais maintenant, les prouesses numériques sont tellement avancées que l'on peut dire que si on sort un film d'animation, c'est surtout par choix que par contrainte. C'est un genre à part entière maintenant, et comme chaque genre, ça raconte quelque chose. L'horreur par exemple, surtout dans les films américains, critique les dérives de la société, poussées à l'extrême, les slashers sur la liberté sexuelle, d'autres sur le racisme ou le conservatisme destructeur. Bon là je vais sûrement extrapoler pour l'animation, mais il y a 3 points que l'on retrouve dans tous les films cités. Le premier, c'est que les toons sont toujours à la solde des humains, voire même oppressés. Dans Roger Rabbit, le juge de mort force les toons à lui obéir sous peine de mort, et de toute façon il a prévu de les détruire, en détruisant Toonville avec la trompette. Niveau oppression, on se place là. Le patron de Roger qui fait chanter sa femme sous peine de faire virer son mari pour au final faire porter le chapeau à ce dernier. On est plus proche du chantage, mais comment les humains, et en particulier les flics, règlent cette histoire, ça rappelle tout de même grandement la ségrégation. Dans Cool World, c'est aussi la justice qui oppresse le peuple en interdisant les relations interraciales, interespèces, interhumano-toon, justice orchestrée par un humain. Bon, dans Space Jam, c'est une invasion alien. Dans les Looney Tunes passe à l'action, c'est les studios qui oppressent Daffy. On lui a même mis un copyright sur son propre nom. Bugs Bunny s'en sort bien, mais sinon la plupart des Toons sont la botte des grands méchants qui veulent dominer le monde. Dans Space Jam 2, c'est aussi les studios Warner, incarnés par une IA qui cherche à oppresser des Toons. Bon, quant à Tom et Jerry, c'est moins de l'oppression que du racisme de classe ou du chantage, d'autant plus qu'ici on peut trouver des Toons des rues et des Toons de luxe. Cela dit, les Toons de luxe sont obligatoirement des animaux de compagnie. Les Toons sont inférieurs aux humains quand ils ne sont pas oppressés, et au vu de leur capacité hors norme, ils devraient pas avoir trop de mal à se rebeller. Et c'est sans surprise que dans les bons films que les Toons cherchent la libération. Roger Rabbit cherche à s'innocenter en trouvant le vrai coupable et en sauvant par la même occasion Toonsville, littéralement et juridiquement. Daffy Duck cherche à s'émanciper des studios Warner et de son rôle de loser. Bon, il n'y arrive pas vraiment, mais au moins la volonté est présente. Ce que l'on retrouve aussi dans tous les films, c'est que les Toons cherchent à conserver leur monde. Que ce soit Toonsville dans Roger Rabbit, ou le monde dans lequel ils vivent dans les Looney Tunes passe à l'action, dans Space Jam 1 et 2. Dans Space Jam 2 d'ailleurs, Bugs Bunny est dévasté quand tous ses amis ont quitté le monde des Toons pour aller vers d'autres mondes de Warner, alors quand le méchant parle de le faire disparaître, je vous raconte pas. Et si ce n'est pas le monde, c'est au moins leur condition. Dans les Looney Tunes passe à l'action, la condition de star que cherche à conserver Bug. Dans Tom et Jerry, c'est leur vie de luxe. Bon, vous allez me dire que ce conservatisme va mal avec le côté abolitionnaire, mais on peut aussi le voir comme une protection des acquis sociaux. Et la dernière piste que je souhaite aborder, c'est une confrontation des univers. On voit bien dans Space Jam 2, quand Bugs Bunny est dans son monde à lui, il maîtrise tout. Cependant, la confrontation avec les règles de notre univers humain change la donne. Dans Roger Rabbit, l'immortalité des Toons est mise à mal par la création d'une arme définitivement mortelle pour les Toons. Arme créée par un humain. Dans Cool World, la symbiose humaine-toon amène à la fin du monde. Est-ce que le monde toon n'est pas fait pour cohabiter avec le monde des humains, sous peine d'en pâtir fortement? Et ce n'est pas sans rappeler quelques pages de notre histoire. Lutte des classes, abolition de leurs conditions, conservation de leurs droits, suivi d'une espèce face à une autre. C'est peut-être pas des bonnes pistes de réflexion, mais ça le mérite qu'on y réfléchisse un peu. Et si vous avez d'autres pistes de réflexion, je suis intéressé de les lire dans les commentaires. Cela dit, ça reste un genre assez compliqué dans son processus de création. Du coup, il y a peu de films, et par le fait, peu de bons films. Et du coup, c'est plus compliqué de l'analyser dans son ensemble pour comprendre son essence, comme on pourrait le faire avec le genre horrifique. Du moins dans le fond, dans la forme c'est assez évident puisqu'on mélange le dessin et la réalité. Du moins c'était le dessin car pour des raisons pécuniaires et de facilité, on se tourne de plus en plus vers l'animation 3D. On peut le voir avec les derniers en date Space Jam 2 et moult exemples comme Ted, qui est plus proche du concept de l'animation, mais aussi Hulk et Rocket dans le MCU, mais c'est plutôt pour des raisons de cohérence visuelle avant tout. C'est un genre qui n'a pas eu le temps de se faire une grande place car la technologie avançait trop vite pour qu'il y ait eu le temps de nous offrir ce qu'il pouvait. Cela dit, il continue à fasciner de nos jours. Toute personne ayant vu Roger Rabbit vous sommera d'aller le voir au plus vite, tant c'est un chef-d'œuvre. Personnellement, c'est un genre qui continuera à me fasciner longtemps et j'espère vous avoir donné envie de vous y intéresser, de voir certains de leurs films et d'y réfléchir dessus. Pour notre première chronique, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, de bon visionnage et je vous dis à la prochaine fois. La prochaine va circuler. Attention. Viens ici. Allez, viens me faire Daffy, arrête ça tout de suite. couper la route à ce flic, messieurs. Appel à toutes les voitures, poursuivez ce petit canard. Non, ça c'est de l'intrigue. Daffy. C'est pipi, c'est pipi, c'est pipi, c'est pipi, c'est pipi, c'est pipi. Bonne nuit, Porky. C'est pipi, À demain. c'est pipi. Vous pouvez rentrer, les amis.